Eliza, come on. Eliza, hurry. Comment s'est passée en fait votre rencontre avec Guillermo del Toro? Très mal. Non, ça s'est passé très bien. Ça s'est passé comment il produisait un film pour DreamWorks dont j'écrivais la musique il y a 5-6 ans. Et il m'a parlé de ce projet. Il m'a dit qu'il y avait un projet assez improbable sur une histoire d'amour avec un amphibien. Donc je dit que ce serait formidable, mais qu'on attendrait de voir le scénario. Donc j'ai vu un scénario qui était très beau, une très belle histoire. Et puis là encore, j'attendais de voir le film, et j'ai vu le film finalement en janvier dernier, et on a commencé à travailler d'arrache-pied, parce que le film est tellement merveilleux que j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Donc du coup, en fait, vous composez sur des images finies? Oui. Tout le temps? Ou Oui. ça vous arrive parfois de... Très rarement. Ce Okay. qui me déclenche mon émotion, sont vraiment les images qui bougent. En entendant la musique, moi j'ai trouvé qu'il y avait une connotation très française dans la musique, notamment à cause de l'accordéon. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est volontaire? Je pense que c'est une impression parce que l'accordéon n'est pas français. Oui. Il est plutôt allemand d'ailleurs au départ, ou italien, ou irlandais, ou le bandoneon argentin. Il y a beaucoup d'accordéons en Chine. Donc je pourrais vous faire un cours d'accordéon, mais tout ça pour dire que l'accordéon pour moi, c'est pas un instrument français. Mais vous remarquerez, si vous faites attention, que le son que j'ai choisi, le registre que j'ai choisi de cet accordéon, c'est un registre très pur, quasiment sans harmonique, qui est la même chose que le son du bandoneon, justement argentin. Or, à un moment dans le film, Strickland, le personnage joué par Michael Shannon, dit que cette créature vient d'Amérique du Sud. Okay. Donc j'ai choisi cet instrument comme une référence à l'Amérique du Sud, et les phrases qui sont jouées par l'accordéon sont plutôt des phrases de bandoneon. Et je vous renvoie par exemple à l'écoute de Dino Saluzzi, voilà, chez ECM. J'écouterai. Elisa est muette. Oui. Du coup, votre musique devenait un peu sa voix. Oui. Comment est-ce que vous avez composé son thème et travaillé autour de ça? Alors effectivement, la musique permet de... La force de la musique de film, c'est aussi ça, de pouvoir faire jaillir les émotions contenues, la psychologie des personnages, leur passé, leur futur. Et grâce à une scène du début du film où Sally Hawkins, le personnage joué par Sally Hawkins, siffle quelques notes comme ça dans la rue en attendant le bus, nous avons pensé tous les deux avec Guillermo qu'on pourrait la faire siffler plus longtemps, et donc en fait que ce sifflet devienne sa musique. Et c'est comme ça que je siffle en fait la musique, le thème principal d'Elisa, qui va revenir plusieurs fois dans le film, souvent entremêlé avec l'accordéon. Alors c'est une valse, c'est un thème à 3 temps. Mais les 2 thèmes principaux du film sont à 3 temps. Le premier également, ce qu'on appelle le main title, ce qui ouvre le film, est aussi à 3 temps. Et lui, avec des arpèges en forme de vague, comme ça, comme Okay. la forme de l'eau. Voilà. Il y a beaucoup d'extraits de comédie musicale dans le film. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? Pas qui m'inspire, mais dont je tiens compte, parce que ça nous replace dans une esthétique vocale et mélodique et orchestrale. Des années 40-50, parce qu'il y a, le personnage principal regarde des comédies musicales à la télévision, Shirley Temple par exemple, et donc c'est forcément une chose dont je dois tenir compte, une esthétique dont je dois tenir compte, puisque j'écris une musique pour un orchestre, et je ne veux pas dépasser les années 60. Voilà, je veux rester dans cette esthétique-là. Guillermo del Toro est venu vous voir quelques fois pendant que vous travaillez? Ah oui, il vient me voir régulièrement, oui. Qu'est-ce qu'il a apporté en fait aux différentes étapes de votre travail? L'énergie, le désir, la passion, l'enthousiasme, l'émotion. Quand je lui jouais quand j'ai joué le thème la première fois, par exemple, j'étais très ému. Parce que pour lui, c'est presque 10 ans, ou peut-être 8-10 ans de sa vie qui finalement arrive à
à se concrétiser grâce à la musique. Parce que le film est terminé, il ne reste plus que la musique pour donner ce dernier angle lumineux. Et donc pour lui, c'est un moment très important. Est-ce qu'il venait parfois vous donner, dire par exemple ça j'aime pas trop, ça j'aime bien, ou vous aviez vraiment carte blanche là-dessus Il n'y a jamais carte blanche avec un metteur en scène. On est là pour travailler ensemble. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est génial, j'adore ça. Moi, j'adore être en conversation avec un metteur en scène. Donc, il est même venu donc, à l'enregistrement, ce qu'il ne fait jamais. J'ai insisté pour qu'il vienne à l'enregistrement, pour qu'il puisse, à la dernière étape de la musique, pouvoir encore donner un input, pouvoir dire ah, peut-être que là, on pourrait être un peu plus, un peu moins. Cette note-là, bien sûr. Il y a encore beaucoup de détails à peaufiner. L'interprétation, c'est très important. Alors il reste 30 secondes. Quels sont pour vous les autres compositeurs actuels dont vous aimez le travail ou qui vous inspirent? Musique de film ou même musique en général? Musique en général, je vais tout de suite citer Pascal Dussapin, qui est le plus grand compositeur d'opéra français, mais compositeur aussi d'orchestre et de musique de chambre. Je peux citer Danny Elfman, que j'adore, que j'aime beaucoup, qui pour moi est un des plus grands compositeurs d'Hollywood et qui devrait bientôt avoir un Oscar, je trouve, voilà, pour récompenser sa carrière incroyable, en particulier avec Tim Burton.